Les jours qui ont précédé l'épilogue furent empreints d'une tension feutrée, une détermination silencieuse qui animait Arnaud, Clément et moi. Il n'était pas question de vengeance bruyante, de spectacle vulgaire. La dignité d'Elisabeth méritait une justice discrète mais implacable. Nous avions peaufiné chaque détail, anticipé chaque réaction, avec la précision chirurgicale d'une opération financière de grande envergure. L'objectif n'était pas de hurler la vérité mais de la révéler si clairement qu'elle ne pourrait être niée. La première étape se déroulerait à la Défense, au cœur du poumon financier de Paris, lors d'une soirée de gala où Antoine espérait sceller ses alliances et consolider son empire naissant. C'était le lieu idéal pour qu'il assiste, en direct, à l'effondrement de ses illusions. Le soir venu, les tours de la Défense scintillaient, leurs façades de verre reflétant les mille feux de la ville. Le hall de réception du cercle d'affaires grouillait d'une foule élégante, de murmures et de rires. Je suis apparu dans une robe noire simple, élégante mais sans ostentation, mon seul ornement étant le médaillon d'argent d'Elisabeth, glissé discrètement sous le tissu. J'ai avancé, le port altier, le regard calme, mais pas régulier. Chaque tête s'est tournée sur mon passage, un frisson d'étonnement parcourant l'assemblée. J'ai senti les regards interrogateurs, les chuchotements. Adèle Dubois, l'épouse délaissée, était de retour, transformée. Antoine m'a repéré. Son sourire confiant a vacillé, figé un instant par la surprise. Il s'effrayait un chemin à travers la foule, son visage se crispant à chaque pas. « Adèle » a-t-il dit, essayant de retrouver son assurance, son ton moqueur habituel. « Je ne m'attendais pas à te voir. Tu es bien mise. » Je n'ai pas flanché. Mon expression est restée sereine. J'ai plongé la main dans ma petite pochette, en ai tiré une feuille de papier pliée avec soin, et l'ai placée dans sa main. C'était la facture de notre dîner de Noël aux Rives Gourmandes, celle qu'il avait négligemment oublié de régler. L'addition de la veille de Noël, Antoine, ai-je dit doucement, ma voix à peine un murmure. Tu as oublié de la payer. Il a baissé les yeux sur le papier. La facture portait sa propre signature, et en bas, Clément avait habilement inséré, sous une mention bancaire discrète, le numéro de compte de sa société Écran, directement lié aux transactions frauduleuses que Didier avait orchestrées. La reconnaissance a traversé son visage, suivi de près par une panique grandissante. Il a blêmi. Mes yeux ont brillé d'une lumière froide. Joyeux Noël, Antoine. Tu as enfin ton public. Sans un mot de plus, je me suis retourné et j'ai quitté la salle, mes talons claquant avec régularité sur le marbre. Derrière moi, le silence avait cédé la place à des murmures, puis à une agitation palpable. Les collègues d'Antoine se penchaient les uns vers les autres, confus. Chloé, pâle comme la neige, lui chuchotait quelque chose à l'oreille. Dans la salle, les investisseurs, informés discrètement par Arnaud et Clément de la fragilité des actifs d'Antoine, de ses liens avec des pratiques douteuses, commençaient à retirer leurs engagements. Ces contrats, si prometteurs quelques instants plus tôt, s'effondraient comme un château de cartes. La chute était silencieuse, élégante et irrémédiable. Le lendemain matin, une atmosphère tendue planait sur la salle de conseil de Montaigne Capitale. Les fauteuils en cuir sombre, la grande table de bois poli, tout semblait imprégné d'une gravité nouvelle. Je me tenais aux côtés d'Arnaud et de Clément, mon cœur battant avec une force tranquille. La vérité, une fois mise en mouvement, était devenue une force imparable. Les murmures se sont tus lorsque j'ai pris place. Mon père a commencé par un discours concis, sa voix calme mais empreinte d'une autorité indéniable. Il a évoqué la transparence, l'intégrité, et la nécessité de purger les ombres qui avaient trop longtemps plané sur l'entreprise. Puis, mon tour est venu. Devant les membres du conseil, dont certains affichaient des visages dubitatifs, d'autres des regards attentifs, j'ai déroulé la vérité. J'ai présenté les preuves, méthodiquement, froidement. Les relevés bancaires. Les captures d'écran des communications d'Antoine avec Didier. Les transferts illégaux. Les plans pour me faire porter le chapeau si les choses tournaient mal. Chaque document était estampillé de la clarté de la preuve. Puis, j'ai introduit un élément nouveau.
Grâce à Chloé, qui avait courageusement témoigné à distance, et aux documents retrouvés dans les archives d'Elisabeth, j'ai révélé la part de Didier Bertrand. J'ai parlé de la fiducie, des millions d'euros détournés, des schémas d'enrichissement illicite sur des décennies. Les visages se sont pétrifiés. Les chiffres, les noms de comptes, les dates précises, tout y était. Didier, assis à l'autre bout de la table, a perdu toute contenance. Son visage, d'abord crispé par l'arrogance, s'est décomposé, virant au gris cendre. Ses mains tremblaient visiblement. Il a tenté de bredouiller quelques mots, des dénégations faibles, mais la force des preuves, leur cohérence implacable, le réduisait au silence. Mais le coup de grâce ne fut pas financier. Il fut humain. J'ai regardé Didier droit dans les yeux, ma voix se faisant plus grave, plus solennelle. Monsieur Bertrand, ma mère Elisabeth n'est pas morte d'une simple maladie. Elle a été empoisonnée, lentement, insidieusement, pour vous empêcher de voir la lumière sur vos fraudes. Le silence qui a suivi fut assourdissant, un linceul de glace tombant sur l'assemblée. Les membres du conseil étaient sous le choc, les visages déformés par l'incrédulité et l'horreur. Didier Bertrand, figé sur son siège, ses yeux dans le vide, était vaincu. Il n'y avait plus de défense possible. La vérité, brute et nue, avait triomphé. La partie était terminée. Le tumulte s'était apaisé. Antoine Lefebvre et Didier Bertrand avaient rencontré le poids de la justice, une justice que j'avais trouvée, non pas dans le fracas de la vengeance, mais dans la clarté inéluctable de la vérité. Antoine avait été reconnu coupable de fraude et de manipulation financière, sa réputation, autrefois si brillante, désormais entachée à jamais. Quant à Didier, les preuves accablantes, renforcées par le témoignage courageux de Chloé et les révélations sur le décès d'Elisabeth, l'avaient conduit à une longue peine de prison. Ces millions d'euros illégitimement acquis, une somme colossale avoisinant les 280 millions d'euros, avaient été confisqués, destinés à réparer les torts et à rétablir la transparence dans le monde de la finance. Je n'ai ressenti aucune jubilation, aucune once de triomphe. Seulement un profond, un immense sentiment de soulagement, de calme, comme l'apaisement après une tempête longue et douloureuse. La justice avait été rendue. La vérité avait éclaté. Ma vie, Adèle Dubois, avait été entièrement réécrite. Je n'étais plus l'épouse silencieuse, prisonnière des ambitions démesurées d'un homme. Je n'étais plus la femme délaissée, bafouée. J'étais la fille d'Elisabeth, l'héritière de sa vision, la gardienne de sa mémoire et de ses valeurs. Les échos des scandales, les articles de presse détaillant la chute d'Antoine et de Didier, tout cela me parvenait désormais comme un lointain murmure, sans réelle importance. Mon attention et mon énergie étaient entièrement tournées vers Montaigne Capitale, vers. Les jours qui ont suivi cette nuit révélatrice aux Ritz ont été une immersion profonde dans un monde dont j'ignorais tout, un monde tissé d'ombres, de chiffres et de trahisons silencieuses. Adèle Dubois, l'épouse effacée, était morte. Une autre femme, résolue et avide de vérité, commençait à émerger. Clément Rossi, l'avocat de mon père, est devenu mon guide dans ce labyrinthe juridique et financier. Ensemble, nous avons passé des journées entières, d'abord dans les bureaux feutrés de Montaigne Capitale à la Défense, puis dans un petit appartement discret qu'Arnaud avait mis à ma disposition. Nous avons plongé dans les archives d'Elisabeth, des cartons remplis de sa vie cachée. Arnaud les avait gardés précieusement, des lettres jaunies, des carnets remplis de son écriture élégante, des notes de recherche méticuleuses. Chaque document était une pièce du puzzle, un fragment de la femme extraordinaire que ma mère avait été. Je buvais chaque mot, chaque détail, comme une eau fraîche après des années de soif. Plus nous avancions, plus le tableau se dessinait, sombre et complexe. Antoine n'était qu'un pion, un instrument grossier dans la machination de Didier Bertrand, mon parrain, l'homme de confiance d'Elisabeth. Les carnets de ma mère révélaient des schémas de transactions obscures, des chiffres étranges, des flux d'argent vers des paradis fiscaux, tous liés à des fonds que Didier était censé gérer pour la fiducie familiale. Mon nom, Adèle Dubois, apparaissait dans des documents légaux, des ouvertures de comptes à l'étranger, des optimisations douteuses qui auraient pu m'impliquer sans mon consentement.
Antoine avait exploité ma naïveté, mon ignorance de ce monde, pour dissimuler ses propres malversations et celles de Didier. C'était une toile d'araignée financière, tissée avec une patience machiavélique, et j'étais, à leur insu, au centre de tout. J'ai senti une colère froide monter en moi, une indignation profonde, non pas pour l'amour perdu, mais pour la manipulation, pour le mépris de ma personne, pour la façon dont ils avaient piétiné la mémoire de ma mère. Ce n'était pas une vengeance personnelle que je cherchais, mais la justice. La vérité pour Elisabeth. Au fil de nos recherches, les notes d'Elisabeth sont devenues de plus en plus troublantes. Elle y décrivait une faiblesse inhabituelle, des mots étranges, qui la rongeaient lentement, insidieusement. Son écriture, d'abord ferme, devenait par endroits tremblante, comme si la vie l'abandonnait peu à peu. Et, à plusieurs reprises, le nom de Didier Bertrand était souligné, entouré d'interrogations. Et Didier s'inquiète de mes recherches. Il insiste pour mes traitements. Des phrases comme des éclairs dans l'obscurité, pointant une direction effrayante. Clément, avec son flair juridique et sa perspicacité, a immédiatement compris. Il a exhumé les anciens dossiers médicaux d'Elisabeth. Il a consulté des experts. Et la vérité a frappé, brutale et sans appel. Ma mère n'était pas morte de cause naturelle, comme nous l'avions toujours cru. Elle avait été empoisonnée, lentement, insidieusement, par une substance difficilement détectable, administrée sur une longue période. Les conclusions des rapports, aussi glaçantes soient-elles, corroboraient les doutes d'Elisabeth. Didier Bertrand, mon parrain, l'homme qui avait pleuré à ses funérailles, était le meurtrier silencieux. Il avait éliminé Elisabeth pour étouffer ses découvertes, pour s'emparer de ses parts dans Montaigne capitale et continuer ses malversations. La douleur fut lancinante, une onde de choc qui traversa tout mon être. Ma mère, une victime. Mon parrain, son bourreau. Le monde, tel que je le connaissais, s'est effondré une deuxième fois, mais cette fois, je n'étais pas seul. Arnaud était là, Georges aussi, leur présence solide me rappelant que j'avais une famille, une lignée, une histoire à défendre. Le poids de cette révélation était immense. Mais avec elle est venue une force nouvelle, une détermination inébranlable. Je ne voulais pas seulement démasquer Antoine. Je voulais que la lumière soit faite sur Didier Bertrand, sur la vérité du décès de ma mère. C'est dans cet état d'esprit que je décidai de rencontrer Chloé Girard. Non pas pour la haïr, non pas pour la juger, mais parce que, d'une certaine manière, elle était aussi une victime. Elle portait l'enfant d'Antoine, et j'avais entrevu dans ses yeux, lors de la nuit du divorce, une lueur de satisfaction certes, mais aussi une fragilité. Je l'ai contactée, un message simple, direct. Chloé, je pense que nous devons parler. De femme à femme. Nous nous sommes donné rendez-vous dans un petit café discret de Saint-Germain-des-Prés, un lieu baigné d'une douce lumière, loin du tumulte des affaires et des regards curieux. J'étais là la première, choisissant une table en coin, observant la neige tomber doucement sur la rue pavée. Quand Chloé est arrivée, elle était impeccable comme toujours, élégante dans son manteau rouge, ses talons hauts. Mais son visage, malgré le maquillage parfait, trahissait une fatigue, une inquiétude nouvelle. « Je ne m'attendais pas à ce que tu veuilles me voir, Adèle, a-t-elle dit, s'asseyant face à moi, une lueur de surprise dans ses yeux. J'ai souri faiblement. « Tu as raison. Mais parfois, la meilleure façon de soigner une blessure est de faire face à ce qui l'a causée. » Elle a haussé un sourcil, méfiante. « C'est pourquoi, alors ? Une clôture ? » La vérité, ai-je répondu, ma voix calme, posée. « Tu mérites de savoir. » Les mensonges d'Antoine l'ont rattrapé. Une enquête est ouverte. Et le nom Montaigne y est désormais mêlé. Une fraction de seconde, le masque de Chloé s'est fissuré. « Montaigne » a-t-elle répété, sa voix à peine audible. Je l'ai observée attentivement. « Cela te dit quelque chose ?» Elle a rapidement recouvré son calme, haussant les épaules. « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Je me suis penché en avant, baissant la voix. « Alors peut-être devrais-tu poser la question à ton père. »
Je suis sûr que Didier Bertrand a beaucoup de choses à expliquer. La couleur a déserté le visage de Chloé. Elle s'est levée brusquement, renversant sa tasse de café. Je ne sais pas qui t'a dit ça, a-t-elle bégayé. Mais tu ne comprends pas, je me suis levé à mon tour, mon regard acéré. Je comprends assez. Dis à ton père ceci, j'ai fini d'être le pion. La partie est en train de changer. En quittant le café sous la neige, mon cœur battait la chamade, mais une satisfaction froide m'envahissait. Je n'ai pas regardé en arrière, je n'en avais pas besoin. Je savais qu'à ce moment précis, Chloé Girard avait réalisé que la femme qu'elle avait aidé à détruire n'était plus brisée. Et quelque part à Paris, Didier Bertrand allait bientôt apprendre qu'Adèle Dubois avait hérité bien plus que la fortune de sa mère. Elle avait hérité de son feu, de sa détermination inébranlable à révéler la vérité. Mon empathie pour Chloé était réelle. Elle était un outil, tout comme moi, dans les mains d'Antoine et de Didier. En découvrant le cœur de la machination, j'avais trouvé ma propre voie, non pas dans la haine, mais dans la quête inlassable de la justice pour Elisabeth. Et Chloé, bien malgré elle, en serait un rouage essentiel. Il y a des soirs où le destin se noue en silence, sous les feux d'une ville indifférente. Ce fut le cas en cette veille de Noël, il y a quelques années, aux Rives Gourmandes. Antoine, mon époux, le regard figé sur son téléphone, avait alors posé devant moi une simple enveloppe ivoire. Ces mots, c'est ta liberté, résonnent encore, empreints d'une cruauté qu'il ne saisissait pas, car il croyait briser une femme, incapable de répliquer. Mon silence, celui qu'il prenait pour de la faiblesse, était en réalité un long chemin d'observation, un jardin secret où mûrissait une compréhension que seul le temps pouvait révéler. Je n'étais pas résigné, j'observais, je ressentais, je me préparais sans le savoir. Il a fallu que le décor s'écroule, que l'illusion se dissolve, pour que la véritable nature des liens et des âmes se dévoile. Ce soir-là, sous les lumières vacillantes de Paris, une nouvelle histoire s'écrivait. Paris s'habillait de ses plus belles lumières en cette veille de Noël, un scintillement d'or et d'argent se reflétant sur la scène sombre. J'avais 40 ans, Adèle Dubois, et je me trouvais assise aux Rives Gourmandes, un restaurant où le fleuve semblait presque caresser les grandes baies vitrées. Les bougies vacillaient sur les tables, les rires feutrés des autres convives s'élevaient, se mêlant à une mélodie de saison à peine audible. De notre table, on distinguait la silhouette majestueuse de Notre-Dame, presque irréelle dans la brume légère, mais mon monde à moi n'avait plus rien d'un conte. Antoine, mon époux, était en face de moi. Costume Armani impeccable, regard rivé à son téléphone. Il n'avait pas prononcé un mot depuis que les amuse-bouches avaient été servies. L'indifférence, parfois, peut être une lame plus tranchante que la plus acérée des épées. Un serveur, un homme aux cheveux gris que j'avais déjà remarqué pour son calme, s'approcha avec une petite enveloppe ivoire. Je crus un instant qu'il s'agissait de l'addition. Antoine la fit glisser sur la nappe d'un geste sec. Joyeux Noël, Adèle. C'est ta liberté. Mon souffle se coupa net. À l'intérieur, un accord de divorce. Daté, notarié, il n'attendait que ma signature. L'homme à qui j'avais consacré 15 ans de ma vie choisissait précisément cet instant pour mettre un terme à tout, tandis qu'à l'extérieur, des chants de Noël s'élevaient, parlant de paix et d'espoir. Antoine, pas ici, murmurai-je, ma voix tremblante. Il se pencha en arrière, un sourire amer aux lèvres. Pourquoi pas? Tu m'as assez embarrassé. Autant officialiser les choses. Autour de nous, la vie continuait. Des couples trinquaient à l'amour, à la joie, tandis que je me noyais dans une humiliation glaciale. Mes mains tremblaient en tenant le stylo. L'encre déborda légèrement alors que je traçais mon nom. Adèle Dubois. Un geste simple qui scellait la fin de mon mariage, la veille de Noël. Antoine afficha un petit sourire satisfait, repliant le document avant de le glisser dans sa serviette. Tu vois, ce n'était pas si difficile. Il leva son verre de champagne vers lui-même, sans même un regard pour moi. Au loin, sa jeune assistante, Chloé Girard, observait la scène d'un air satisfait, feignant l'indifférence. Un homme à la table voisine,
le même serveur aux cheveux gris, s'arrêta un instant en versant du vin à un autre couple. Son regard se posa sur moi, empreint d'une expression étrange, presque de la peine. Mais avant que je puisse y réfléchir, Antoine sortit de sa veste un élégant stylo Montblanc noir. « Vas-y, dit-il. Ce n'est qu'une signature. Une formalité de plus. » Les larmes me montèrent aux yeux. Georges, c'était son nom, s'approcha de nouveau. Il posa devant moi un verre d'eau fraîche, ses mains étaient fermes, sa voix basse et respectueuse. « Madame Dubois, un peu d'eau peut-être ?» Sa voix calme, prononçant mon nom de jeune fille, provoqua un bref silence, une micro-pause où plusieurs têtes se tournèrent vers notre table. Antoine fronça les sourcils, surpris. Georges me glissa discrètement une serviette pliée à côté de mon assiette avant de s'éloigner. Je ne l'ouvris qu'une fois dehors, sous la neige qui commençait à tomber. À l'intérieur, d'une écriture élégante, il n'y avait que 3 mots. Il ne sait pas. Je levai les yeux vers la fenêtre givrée. Le serveur avait disparu. Seules les lumières de la ville demeuraient, scintillant sur la Seine. Ce soir-là, sous la neige qui fouettait le pont des Arts, ces mots résonnaient dans ma tête. Joyeux Noël, Adèle. C'est ta liberté. La liberté, le cadeau le plus cruel que j'ai jamais reçu. Mon téléphone, à bout de souffle, avait rendu l'âme, me laissant seul sous un lampadaire vacillant, plus petite que jamais. C'est alors que cette phrase de Georges, ce nom, Madame Dubois, m'a ramené en arrière, à ces 15 années qui avaient précédé cet instant glacial. 15 ans, c'est une éternité. Quand j'ai rencontré Antoine Lefebvre à la Sorbonne, c'était un étudiant brillant, passionné, avec des rêves plein la tête. Moi, Adèle Dubois, j'étais déjà rêveuse, éprise d'art et de silence. Notre amour avait commencé comme un roman parisien, ardent, romantique. Nous passions des heures à flâner dans les jardins du Luxembourg, à imaginer notre avenir, un avenir où nos différences se compléteraient. Je le croyais. J'étais son ancre, sa confidente, la femme qui croyait en son potentiel, même quand personne d'autre ne le voyait. Mon monde a progressivement commencé à graviter autour du sien, autour de sa carrière naissante, de son ambition grandissante. J'ai mis mes propres aspirations de côté, mes pinceaux, mes croquis. Je croyais sincèrement que mon soutien silencieux, ma présence discrète, était le socle sur lequel il bâtirait son succès. Je le voyais comme une force, une fondation inébranlable. Mais Antoine a changé. L'homme romantique s'est transformé, lentement, insidieusement, en un homme d'affaires affûté, obsédé par la réussite et la reconnaissance. Mes avis sur ses projets, mes observations sur la vie, il les considérait de plus en plus comme trop poétiques, trop idéalistes, ou simplement pas réalistes. J'ai fini par me taire. Il prenait les décisions pour tout, de nos vacances à l'aménagement de notre appartement haussmannien. Il suggérait avec une douceur polie, mais ferme, que ma passion pour la peinture était un joli passe-temps, mais qu'il valait mieux me concentrer sur le foyer, si je voulais qu'il puisse, lui, se consacrer pleinement à son ascension. Il y a eu cette fois, je m'en souviens, où j'avais timidement proposé une idée pour la décoration d'un événement qu'il organisait. Il avait ri, un rire sec, et m'avait dit, devant d'autres personnes, que mes petites fantaisies ne correspondaient pas au sérieux de leurs affaires. Je me suis senti ridicule. Une autre fois, lors d'un dîner avec ses associés, j'avais osé exprimer une opinion sur une exposition d'art contemporain. Antoine avait immédiatement rectifié mes propos, expliquant à l'assemblée que mes goûts un peu particuliers n'avaient rien à voir avec la réalité du marché. Plus tard, il m'avait reproché, dans une de nos rares disputes ouvertes, ma passivité, mon manque d'ambition et mon intérêt pour des choses si superficielles. Il n'avait pas vu ma force, mon observance, ma capacité à créer de la beauté ou à analyser le monde avec une profondeur silencieuse. Pour lui, mon silence était une faiblesse, ma discrétion, un manque de présence. L'illusion d'un amour égalitaire s'effritait, révélant une asymétrie grandissante. Je réalisais, avec une amertume nouvelle, que mon silence avait été, non pas une qualité,
mais une absence à ses yeux, une invitation à me reléguer dans l'ombre. En repensant à ces 15 années, je me souviens aussi des ombres, de ces petites fissures dans le tableau parfait que nous nous efforcions de peindre. Antoine était devenu un homme d'affaires redoutable à la Défense, son nom résonnait dans les cercles financiers, mais l'éclat de sa réussite dissimulait de plus en plus de zones d'ombre. Il y avait ces appels téléphoniques mystérieux, souvent tard le soir, où sa voix se faisait plus discrète, ses mots plus sibyllins. Je l'entendais prononcer des noms de villes étrangères, des termes financiers complexes, et toujours, cette phrase récurrente, ces transactions nécessitent une discrétion absolue. Ou encore, nous avons un partenaire important à Genève. Il me disait que c'était la nature de son travail, les exigences du monde des affaires. Je voulais le croire, je m'efforçais de le croire. Puis est apparue Chloé Girard. Jeune, d'une beauté classique, le genre de femme qui irradie une élégance calculée. Elle était son assistante. D'abord, c'était professionnel, comme il se doit. Mais petit à petit, son omniprésence est devenue flagrante. Elle était là à tous les événements mondains, à tous les dîners d'affaires, toujours à ses côtés, un peu trop proche à mon goût. Leurs regards se croisaient avec une intensité que je ne pouvais plus ignorer. Son attitude envers Antoine était pleine d'une familiarité excessive, une sorte de dévotion qui me mettait mal à l'aise. Elle n'était pas simplement une assistante, elle était son ombre, son reflet. Une fois, en préparant la valise d'Antoine pour un de ses voyages d'affaires, de dernière minute, j'ai trouvé un objet étrange glissé au fond, une petite boîte à cigares de luxe, ornée d'un monogramme inconnu. Il n'avait jamais fumé de cigare. Je l'ai refermé, le cœur serré, et je n'ai rien dit. J'ai essayé de me convaincre que c'était un cadeau d'affaires, une broutille. Mais le doute, une graine minuscule, était planté. Il y a eu ces week-ends où il était, injoignable, ou, débordé, ses excuses toujours plus élaborées pour justifier son absence. L'appartement, notre grand et luxueux appartement de l'avenue Montaigne, est devenu un endroit froid, de plus en plus vide. Je me sentais déconnecté, comme si une vitre invisible me séparait de l'homme que j'avais épousé. Je tentais de balayer mes soupçons, de rationaliser chaque signe. La pression du travail, me disais-je. Le stress. Mais une froideur insidieuse, une sorte de gel émotionnel, s'insinuait en moi, remplaçant la chaleur d'antan. Mon intuition me criait quelque chose, mais ma raison, ou plutôt mon désir de préserver ce qui restait de mon monde, s'y refusait catégoriquement. Avec le recul, je comprends mieux ce qui se cachait derrière l'ambition acharnée d'Antoine, derrière son besoin constant de contrôle. Ce n'était pas seulement la soif de pouvoir ou d'argent. C'était une insécurité profonde, un ego fragile comme du verre, que la moindre fissure menaçait de briser. Il se sentait menacé par mon silence, par ma capacité à observer le monde avec une certaine clairvoyance, une profondeur qu'il ne comprenait pas, ou peut-être qu'il craignait. Quand je laissais échapper, parfois, une pensée, une observation sur l'art ou la vie qui sortait de son cadre de femme au foyer aimante, je sentais son malaise, sa frustration. Ces petites vérités, aussi innocentes soient-elles, semblaient ébranler sa certitude d'être le seul détenteur de la sagesse et de la réussite. Cette insécurité le poussait à m'isoler. Il voulait être le seul horizon de mon monde. Il a commencé par éloigner Sophie, ma meilleure amie. Sophie, qui me connaissait par cœur, qui voyait au-delà des apparences. Sophie ne comprend pas notre monde, Adèle, disait-il avec un sourire condescendant. Mais elle est trop terre à terre. Nous avons des ambitions différentes maintenant. Peu à peu, les invitations de Sophie se faisaient plus rares, ou bien Antoine trouvait toujours une excuse pour que je ne puisse pas la voir. Nos dîners avec nos anciens amis ont aussi diminué, remplacés par des soirées mondaines avec ses contacts professionnels, où je me sentais toujours un peu en marge, comme une pièce rapportée. Il m'avait dit un jour, avec un sourire en coin, que mon petit univers de couleurs et de livres était charmant, mais qu'il ne fallait pas que je m'y enferme trop. C'était une moquerie à peine voilée. Une autre fois, alors que j'écoutais un reportage sur une problématique sociale qui m'interpellait, il avait éteint la télévision d'un geste las. Vraiment, Adèle,
ces choses-là ne nous concernent pas, laisse ça aux esprits simples. Il ne supportait pas que je puisse avoir des centres d'intérêt en dehors de lui, des préoccupations qui ne lui étaient pas directement liées. Je me sentais devenir une figure de cire dans ma propre maison, une image parfaite à ses côtés, mais sans âme, sans voix. J'étais une décoration, une preuve silencieuse de sa réussite, mais pas une égale, pas une partenaire. Le silence qui était ma force, mon refuge intérieur, était devenu à ses yeux la preuve de ma faiblesse, une invitation à me dominer, à m'effacer. Je me sentais étouffé, enfermé dans une cage dorée, sans même comprendre encore tout à fait la profondeur de son besoin de contrôle. Le 23 décembre, la veille de ce Noël glacial, est la nuit où la dernière goutte a fait déborder le vase. La veille où l'illusion s'est brisée en mille éclats, révélant une réalité crue, insoutenable. Ce soir-là, Antoine était censé être à Genève pour une affaire urgente. J'étais seul dans notre appartement, l'esprit ailleurs, quand mon regard est tombé sur son agenda, resté ouvert sur la table basse. Une page glissée entre deux feuillets, une note manuscrite d'Antoine lui-même, trahissant une désinvolture fatale. Elle détaillait un rendez-vous le lendemain, non pas à Genève, mais à Paris, avec Chloé. Et au-delà de la confirmation de leur relation, il y avait des chiffres, des noms de comptes, et surtout, une mention répétée, fonds de fiducie Montaigne, Adèle Dubois, opération de transfert, optimisation. Un fonds de fiducie Montaigne? Mon nom? Je n'en avais jamais entendu parler. C'était le choc, la révélation d'une trahison qui dépassait l'adultère. C'était une machination froide, calculée, qui me concernait directement. Je n'ai pas attendu qu'il revienne. Quand il a franchi la porte, les joues rougies par le froid de Paris, j'ai posé l'agenda ouvert sur la table, pointant du doigt la note. Il a pâli un instant, puis un sourire narquois a remplacé la surprise. Ah, ça. Tu as tout découvert, ma chère Adèle. Félicitations. Il n'a pas nié. Il a assumé, avec une arrogance qui m'a glacé jusqu'aux os. Il s'est assis, défaisant sa cravate. Mais tu sais, j'ai toujours eu besoin de quelqu'un qui comprenne vraiment mes ambitions, mes projets. Pas une femme qui vit dans son monde de rêverie. Chloé, elle est comme moi. Elle voit grand. Il a continué, ses mots comme des coups de poignard. Mais tu n'es rien sans moi, Adèle. Tu ne l'as jamais été. Tu m'as fait honte avec ta passivité, ton manque d'intérêt pour le monde réel. Je suis épuisé de devoir te traîner. Chaque mot était une affirmation de ma nullité à ses yeux, un jugement sans appel de ma valeur. Les larmes coulaient sur mes joues, mais ce n'était plus seulement de la tristesse, c'était de la rage, une indignation brûlante qui commençait à s'allumer en moi. Il s'est levé, son regard dur comme la pierre. Ce que nous avons fait, Chloé et moi, n'est que le début. Les fonds de fiducie de ta mère, que ce Didier Bertrand gère, devaient être les nôtres. Mais ce stupide testament complique tout. Le testament? Ma mère? Je ne comprenais pas. Ces mots continuaient de s'abattre. Maintenant, il est temps de tout arrêter officiellement, clairement, pour que tout le monde voie. Je veux en finir une fois pour toutes. Le lendemain soir, il m'humilierait publiquement. Je l'ai vu se diriger vers son bureau, un sourire froid et calculé sur les lèvres, un Mont Blanc à la main. Il s'apprêtait à rédiger le document qui allait, pensait-il, sceller ma défaite. Mais quelque chose en moi s'était brisé pour laisser place à une étincelle nouvelle, une flamme de résistance. Cette trahison, ces mots blessants, ce n'était pas seulement la fin d'un amour. C'était une tentative de détruire ma dignité, mon avenir. Et pour la première fois, j'ai senti que je ne pouvais pas, ne devais pas, me laisser faire. Le froid mordait ma peau comme des milliers d'aiguilles glacées en cette veille de Noël, un froid qui n'était pas seulement extérieur, mais s'insinuait jusqu'à l'os. Les Champs-Élysées, d'ordinaire si vibrants et festifs, me semblaient désormais étrangers, un décor de carton-pâte indifférent à ma détresse. Mon téléphone, un poids mort dans ma main engourdie, reflétait le vide béant qui s'était installé en moi. Chaque pas que je faisais sur le trottoir glacé résonnait du mot « liberté »,
prononcés par Antoine avec tant de cruauté quelques heures plus tôt. Une liberté amère, solitaire, qui me laissait sans abri, sans repère. Je n'avais nulle part où aller. Mon appartement, notre appartement, n'était plus un refuge. C'était une cage dorée, dont la porte s'était brisée, me laissant exposé à la nuit glaciale, au regard implacable d'une ville qui, pour la première fois, me semblait hostile. Les lumières de Paris, habituellement si consolantes, se brouillaient à travers mes larmes non versées, se transformant en traînées lumineuses, des comètes indifférentes à ma douleur silencieuse. Je n'étais qu'une silhouette de plus, perdue dans l'immensité anonyme de la capitale. Alors, une forme sombre s'est détachée du flux incessant des voitures, comme surgie de nulle part. Une Mercedes classe S, élégante et imposante, s'est arrêtée en silence au bord du trottoir, son moteur à peine audible. Ses phares ont percé la neige qui commençait à tomber plus dense, créant des halos irréels dans les tourbillons blancs. La vitre teintée s'est abaissée lentement, révélant un visage que j'ai reconnu instantanément. Georges. Ce serveur aux cheveux gris, au calme olympien, que j'avais aperçu aux rives gourmandes. L'homme qui avait prononcé mon nom, Madame Dubois, avec une telle dignité, une telle discrétion, quelques heures à peine auparavant. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. Qui était-ce? Mes instincts me hurlaient de fuir, de me cacher, mais quelque chose dans son regard posé, dans la courbe polie mais ferme de ses lèvres, m'a figé sur place. Il n'y avait aucune menace en lui, non. C'était une forme de protection, presque paternelle, qui émanait de sa posture. Mademoiselle Dubois, a-t-il dit, sa voix profonde, calme, inébranlable, je suis Georges. On m'a demandé de venir vous chercher. Il n'est pas prudent de rester seul ici. Mon esprit vacillait. Et qui vous a envoyé? L'intérieur de la voiture brillait d'une douce lumière ambrée, une chaleur invitante s'échappant dans la nuit glaciale. Il n'a pas répondu directement. Au lieu de cela, il m'a tendu une petite enveloppe ivoire, ornée d'initiales dorées ciselées, AM. À l'intérieur, une carte de visite d'une sobriété élégante. Arnaud Montaigne. Montaigne capitale. Et juste en dessous, de la même écriture fine et élégante que celle sur la serviette du restaurant, ces mots qui perçaient ma confusion, veuillez monter. Vous êtes en sécurité. Montaigne? Le nom résonnait comme un écho lointain, familier d'une manière que je ne parvenais pas à saisir, comme un fragment de mémoire égaré, presque oublié. Arnaud Montaigne, le magnate, le titan de la finance dont les réalisations ornaient les couvertures des magazines économiques. Pourquoi lui, et pourquoi moi? L'épuisement, le froid mordant qui me transperçait, la confusion vertigineuse, tout cela m'a submergé. Finalement, je me suis glissé sur le siège arrière, le cuir chaud et moelleux procurant un réconfort inattendu à ma peau engourdie par le froid. La ville s'est mise à défiler à travers la vitre, ses lumières s'estompant derrière le rideau de neige dans une danse hypnotique. Où allons-nous? Ai-je murmuré, ma voix à peine audible, encore empreinte de l'épuisement et du choc. Au Paris, madame, a répondu Georges, sa voix empreinte d'un professionnalisme inébranlable. Monsieur Montaigne souhaite vous y rencontrer. Le Ritz? J'ai cligné des yeux, incrédule, incapable d'imaginer pourquoi un homme de la stature d'Arnaud Montaigne, un milliardaire, voudrait me voir, moi, une femme qui venait d'être publiquement humiliée, déshonorée aux yeux de tout Paris. Georges gardait les yeux rivés sur la route, la neige se reflétant sur le pare-brise comme une pluie d'étoiles tombantes. Je l'ai observé discrètement, son profil stable et serein, celui d'un homme qui avait beaucoup vu mais parlait peu, dont le calme inspirait une étrange confiance. Connaissez-vous monsieur Montaigne personnellement, lui ai-je demandé doucement, ma curiosité prenant le dessus sur ma stupeur. Il a hoché la tête, ses yeux fixant le lointain. J'ai travaillé pour lui pendant plus de 20 ans. Une pause. Le silence dans la voiture était profond, seulement brisé par le ronronnement discret du moteur et le frottement des pneus sur la neige. Puis il a ajouté, d'une voix plus douce, presque mélancolique, et pour votre mère, mademoiselle Dubois, bien avant cela. Mon souffle s'est coupé, un sanglot silencieux échappant à ma gorge. Ma mère?
Chauffeur m'a jeté un coup d'œil dans le rétroviseur, son expression insondable, mais je pouvais y lire une pointe de gravité. Oui, madame. On m'avait demandé de veiller sur vous après son décès. Monsieur Montaigne insistait pour que vous ne sachiez rien, à moins que quelque chose ne se produise qui nécessite absolument sa protection. Mon pouls s'est accéléré. Pourquoi maintenant? Il a soupiré, ses yeux s'attardant un instant sur mon reflet dans le rétroviseur central. Parce que, a-t-il dit, le moment où vous pleurez pour un homme qui ne vous mérite pas, c'est le moment de vous révéler qui vous aime vraiment, et de vous montrer votre véritable place dans ce monde. Je l'ai fixé, essayant désespérément de donner un sens à ces paroles énigmatiques. Mon esprit était un tourbillon de chagrin, de confusion et d'incrédulité, chaque mot ajoutant une nouvelle couche de mystère à cette nuit déjà surréaliste. Vous voulez dire qu'il m'a surveillé toutes ces années? Pas surveillé, a rectifié Georges doucement, d'une voix empreinte de respect. Protégé. Nous avons traversé la Seine, les lumières de la ville scintillant à travers la neige. Alors que la Mercedes tournait sur la place Vendôme, mon regard s'est posé sur un détail dans la console centrale. Une photo glissée là, presque cachée. Une image fanée de moi enfant, assise sur une balançoire, à côté de ma mère. C'était impossible. Je n'avais jamais vu cette photo. J'ai touché le cliché de doigts tremblants, le visage souriant de ma mère me ramenant à des souvenirs lointains, flous. Où avez-vous eu ça? Georges a croisé mon regard dans le rétroviseur, ses yeux brillaient d'une émotion rare. De Monsieur Montaigne, madame. Il vous dit qu'il a attendu 28 ans pour voir sa fille. La voiture s'est arrêtée en douceur sous l'auvent doré et majestueux du Ritz. Mon cœur battait la chamade, tambourinant dans ma poitrine tandis que le portier ouvrait ma portière avec une révérence silencieuse. Pour la première fois de cette nuit cauchemardesque, je ne savais pas si je rêvais encore, ou si je m'apprêtais à entrer dans une vérité bien plus grande, bien plus complexe que toute la douleur que j'avais ressentie. Je ne le savais pas encore, mais cette rencontre, ce nom, allait réécrire tout ce que je croyais savoir de mon passé. Le Ritz Paris scintillait comme un palais, ses ors et ses marbres baignaient d'une lumière douce. Au cœur de cette élégance intemporelle, Arnaud Montaigne, l'homme dont le nom était un murmure de pouvoir et de prestige à travers tout Paris, se tenait devant moi. C'était mon père. L'idée même me traversait l'esprit comme un éclair, me laissant étourdi, incrédule. Il s'est approché, ses yeux bleu-gris perçant ma confusion d'une calme intensité. Adèle, a-t-il dit doucement, sa voix profonde et stable. Tu ressembles tellement à ta mère. Mon cœur battait la chamade, une symphonie chaotique de chagrin et de choc. Je crois qu'il y a une erreur, ai-je murmuré, ma propre voix étrangère. Il a souri, un sourire teinté de mélancolie, et s'est assis face à moi dans le vaste salon de la suite. Non, aucune erreur. Élisabeth, ta mère, était une femme d'une intelligence rare, une visionnaire. Elle fut ma partenaire, bien avant que Montaigne Capital ne devienne ce que tu vois aujourd'hui. Il a parlé d'Élisabeth, non comme d'une ombre lointaine, mais comme d'une force vive, d'une bâtisseuse. Il a évoqué sa décision de s'éloigner de ce monde de puissance et de trahison, de cette vie sous les projecteurs, afin de m'offrir une enfance, normale, loin des pressions et des dangers. Il l'avait laissé partir, pensant ainsi les protéger, elle et moi, une décision dont le regret transparaissait encore dans ses yeux. J'écoutais, le souffle suspendu, chaque mot réécrivant la légende silencieuse de ma mère, éclairant des souvenirs flous d'une lumière nouvelle. Ce n'était plus la femme douce et un peu effacée que je croyais avoir connue, mais une architecte du destin, une stratège audacieuse. Ta mère avait toujours une longueur d'avance, a repris Arnaud, sa voix se faisant plus grave. Elle savait que notre monde était impitoyable. Elle a donc établi un testament très particulier, il y a 28 ans. Pas une clause sentimentale, mais un mécanisme juridique complexe. Il a désigné une petite boîte Tiffany bleue posée sur la table basse, que j'avais à peine remarquée. Ta mère m'a demandé de la garder pour ce soir-là. Les mains tremblantes, j'ai défait le ruban blanc. À l'intérieur, un document plié et un médaillon en argent.
Le médaillon contenait une photo de ma mère tenant un nouveau-né, moi. Au dos, les mots gravés, pour Adèle, quand la vérité la trouvera. Ma vision s'est brouillée. Le document était le testament d'Élisabeth, de son écriture ferme et familière. J'ai parcouru les lignes, le cœur bondissant. Il stipulait que si moi, Adèle Dubois, l'héritière désignée, était publiquement humiliée ou si mes biens étaient manipulés dans une situation de vulnérabilité financière, une clause de fiducie spéciale serait déclenchée. Cette clause obligerait Didier Bertrand, le gestionnaire de fonds que je connaissais comme mon parrain, à rendre publics tous les comptes liés à Élisabeth et à la fiducie, sous peine d'une enquête approfondie. C'était une forteresse juridique, bâtie avec une prévoyance incroyable. Les Didier Bertrand. Mon parrain. Le nom m'échappait, teinté d'une amertume glaciale. Oui, a confirmé Arnaud, son regard s'assombrissant. Il était le seul que ta mère ait jamais vraiment fait entrer dans ses affaires. Jusqu'à ce qu'il la trahisse. La révélation fut un coup de massue. Antoine, Didier Bertrand. L'humiliation de Noël, l'argent, les fonds de fiducie. Tout s'imbriquait. Ce n'était pas un simple adultère, mais une conspiration minutieusement orchestrée pour me manipuler et s'emparer de mon héritage. Mon père a alors posé sur la table une liasse de documents. Ces premiers éléments prouvent qu'Antoine a utilisé ton identité, Adèle, et a manipulé des actifs liés à cette fiducie Montaigne. Il pensait que le testament de ta mère était une simple formalité, une vieille lubie sentimentale. Il n'a pas compris que l'acte même de ta vulnérabilité activerait la vérité. Une colère froide a commencé à monter en moi, supplantant la douleur. Didier, mon parrain, était de mèche avec Antoine, mon mari. Cette nuit de Noël n'était pas une fin, mais un début, une mise en scène macabre voulue par ma mère, par-delà la tombe, pour que la vérité éclate. À ce moment précis, un homme à l'allure sobre mais déterminée est entré dans la pièce. Adèle, je te présente Clément Rossi, a dit Arnaud. Mon avocat. Il a déjà préparé les dossiers. Clément m'a serré la main, son regard calme et professionnel, mais non dépourvu d'une pointe de compassion. C'est là, au Ritz, sous le regard protecteur de mon père, que j'ai enfin compris. Mon existence n'était pas insignifiante. Ma mère avait été une femme puissante, et son héritage, ce n'était pas seulement de l'argent. C'était la vérité. Arnaud s'est penché vers moi, ses yeux brillants d'une détermination farouche. Il est temps, ma fille. Il est temps que tu reprennes ce qui t'appartient. L'héritage que ma mère et mon père avaient bâti. Arnaud, mon père, avait retrouvé une vigueur nouvelle, une flamme dans le regard. Il m'a proposé de travailler à ses côtés, non pas pour la seule gestion des affaires, mais pour insuffler une nouvelle âme à cette entreprise, pour qu'elle reflète les principes d'intégrité et de vision qu'Élisabeth avait toujours défendus. J'ai accepté. J'ai trouvé ma place, ma voie, dans les vastes bureaux de la Défense, un lieu qui, autrefois, m'avait tant intimidé. J'ai mis en place des programmes de transparence rigoureux, des audits internes et externes, veillant à ce que de telles machinations ne puissent plus jamais s'y nouer. Et, en mémoire d'Élisabeth, ma mère, nous avons créé la Fondation Élisabeth Montaigne. Son objectif était clair, soutenir les femmes entrepreneurs, leur offrir des bourses, du mentorat, des opportunités concrètes, afin qu'aucune d'entre elles ne se sente insignifiante, ou ne soit réduite au silence par la peur ou le jugement. C'était ma façon de faire vivre l'esprit d'Élisabeth, de transformer sa souffrance en un phare pour d'autres, une source d'inspiration et de force. Au milieu de cette reconstruction professionnelle et personnelle, une autre lumière, plus douce et plus intime, a commencé à éclairer mon chemin. Clément Rossi, l'avocat perspicace qui avait été mon ancre dans la tempête, est resté à mes côtés. Notre relation s'est tissée au fil des longues soirées passées à décortiquer les dossiers, des moments de doute partagés et des petites victoires célébrées. Ce n'était pas un amour flamboyant, passionné, comme celui que j'avais cru connaître avec Antoine dans ma jeunesse. C'était un amour mature, profond, fait de respect, d'une compréhension mutuelle silencieuse, d'une confiance inébranlable. Il voyait Adèle, la femme entière, avec ses forces et ses fragilités,
et non pas l'héritière ou la victime brisée. Nous partagions une vision, des valeurs, et une quiétude rare. Notre bonheur n'avait pas besoin d'être ostentatoire. Il était discret, profond, comme le murmure de la Seine sous un ciel étoilé, une promesse douce d'un avenir apaisé, ancré dans la réalité. 1 an plus tard, je me suis retrouvé dans une petite maison de granit en bord de mer, en Bretagne. C'était un lieu où Elisabeth avait toujours rêvé de vivre, un refuge qu'elle avait décrit dans ses carnets. Le vent iodé balayait la lande, et l'océan s'étendait à l'infini, reflétant un ciel immense et changeant, offrant une liberté visuelle et spirituelle. Cet endroit simple, authentique, loin de l'agitation parisienne, mon père l'avait retrouvé et restauré pour moi. Ici, je n'étais pas la directrice de Montaigne Capitale. J'étais simplement Adèle Dubois, une femme qui avait traversé l'épreuve, qui avait trouvé sa voie, son propre chemin. Le médaillon de ma mère reposait toujours sur ma poitrine, un rappel silencieux de la force qui coulait dans mes veines. J'avais enfin appris à me pardonner ma naïveté passée, à pardonner le mal qui m'avait été fait, non pas par oubli, mais par la compréhension profonde que la haine emprisonne celui qui la porte. Mon cœur, autrefois si lourd, était empli d'une paix que je n'aurais jamais cru possible. Ce n'était pas une fin, mais un nouveau départ, une nouvelle aube. Antoine, et ceux qui lui ressemblaient, n'ont pas sombré par manque d'argent ou de pouvoir. Ils ont échoué en commettant une erreur fondamentale, celle de juger la valeur d'une personne à son apparence, à son statut social, et de mépriser le silence, le soutien discret d'une compagne. Cette arrogance, tel un vieil arbre creux, finit toujours par s'effondrer sous le vent puissant de la vérité. La trahison, au fond, est rarement le signe d'une faiblesse chez la personne trahie. Elle révèle, au contraire, une insécurité profonde, un ego si fragile chez celui qui la commet. Antoine, au plus profond de lui, avait besoin de dominer, d'être admiré, car il ne trouvait pas en lui-même une valeur stable et immuable. Face à une femme autonome, discrète mais puissante comme moi, Adèle, une femme qui n'avait pas besoin de lui pour se définir, son monde intérieur a vacillé. Il a choisi la destruction plutôt que l'acceptation. C'est la tragédie d'une âme faible, incapable de faire face à la force latente d'autrui. Mais ma véritable victoire, et celle de quiconque se trouvant dans une situation similaire, ne réside pas dans une vengeance tapageuse ou dans l'humiliation de celui qui a causé la souffrance. Cette victoire se trouve dans la dignité préservée, dans le départ sans explication, sans ressentiment, et dans la fidélité à ses propres valeurs fondamentales. Car lorsque l'on sait qui l'on est, lorsque l'on comprend la vérité, notre voix résonne avec plus de force que n'importe quelle accusation. C'est ainsi que j'ai trouvé la liberté intérieure, une liberté que l'argent ou le pouvoir ne pourront jamais acheter. Une paix inébranlable, même au milieu des plus grandes tempêtes de l'existence. La véritable victoire ne réside pas dans la chute de l'autre, mais dans l'élévation de soi. Peut-être que l'ombre de la trahison n'est que le voile qui révèle notre propre lumière. Qu'avez-vous pensé du chemin qu'Adèle a choisi? Le silence est-il toujours une faiblesse? L'histoire d'Adèle s'achève ici. Que pensez-vous des choix qu'Adèle a faits? Auriez-vous agi différemment à sa place, face à une telle adversité? Partagez vos réflexions dans les commentaires, je les lis tous avec attention. Votre présence et vos pensées sont précieuses. Si cette histoire vous a touché ou vous a invité à la réflexion, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Pensez à la partager avec quelqu'un que vous savez sensible à de telles leçons de vie. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines révélations, nos prochaines explorations des profondeurs de l'âme humaine. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine histoire et qui sait, la prochaine fois, ce sera peut-être vous le héros ou l'héroïne. Cette histoire est fictive, et les actions présentées ne doivent pas être reproduites dans la vie réelle, regardez-la comme une réflexion sur les relations humaines.